Lors de notre barbecue familial, la sœur de mon mari a fait une blague, si tu disparaissais demain, personne ne le ferait. Je me souviens encore de ces mots exacts lors de notre barbecue du 4 juillet, si tu disparaissais demain, Mélanie, personne ne s'en apercevrait. Tout le monde a ri, y compris mon mari, James. 3 mois plus tard, lorsque j'ai effectivement disparu de leur vie, ils s'en sont enfin aperçus, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille ou de votre relation, cette histoire pourrait résonner en vous. Je partage cela parce que je sais que je ne suis pas seul. Pendant que vous vous installez pour suivre cette histoire de trahison familiale, dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Si mon histoire, celle où je tiens enfin tête à ma belle famille toxique, résonne en vous, envisagez de vous abonner pour plus d'histoires de drames familiaux réels qui prouvent que le karma existe vraiment. Quand j'ai rencontré James Bennett pour la première fois lors d'un gala de charité il y a 8 ans, j'ai cru avoir gagné au loto. Il était beau, accompli, et venait de ce qui semblait être la famille américaine parfaite. Les Bennett étaient la royauté de Charlotte, de l'argent ancien, des relations influentes et une magnifique propriété dans le quartier le plus prestigieux. J'étais alors Melanie Collins, une diplômée en marketing issue d'un milieu modeste du Tennessee, qui avait cumulé 3 emplois pour payer mes propres études universitaires. James m'a courtisé sans relâche. Il disait que j'étais différente des autres femmes qu'il avait fréquentées, plus authentique, moins préoccupée par le statut. L'ironie de cette déclaration ne me deviendrait évidente que des années plus tard. Nous nous sommes mariés après une romance tourbillonnante, et j'ai été présenté à ma nouvelle famille avec toute la pompe appropriée. Richard Bennett, mon beau-père, était un juge à la retraite qui exerçait toujours une influence considérable dans la politique locale. Sa poignée de main était ferme, mais ses yeux ne se sont jamais vraiment réchauffés quand il se posait sur moi. Diane, ma belle-mère, était la quintessence de la mondaine du Sud, des cheveux argentés parfaitement coiffés, du tennis 2 fois par semaine, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux lorsqu'il m'était destiné. Nous sommes si heureux que James se soit enfin casé, a-t-elle dit à notre dîner de fiançailles, en insistant sur le mot « enfin », comme pour suggérer que j'étais une sorte de choix de dernier recours pour son précieux fils. Puis il y avait Vanessa, la sœur cadette de James, belle, célibataire et la prunelle des yeux de son père. Elle avait les mêmes cheveux blonds sablés que James, le même nez patricien, et un rire qui sonnait comme des carillons à vent, mais il y avait quelque chose de calculé dans son regard quand elle me regardait, quelque chose qui me faisait me sentir évaluée et jugée insuffisante. « Bienvenue dans la famille », avait-elle dit, en faisant des bises dans le vide près de mes joues. « Nous allons devoir travailler sur ta garde-robe. » J'ai passé des années à essayer de m'intégrer chez les Bennett. Je me suis lissé les cheveux, naturellement bouclés, parce que Diane avait un jour mentionné que cela n'avait pas l'air professionnel. J'ai pris des leçons de tennis même si je détestais ce sport. J'ai appris quelle fourchette utiliser lors de leur dîner formel et j'ai mémorisé les noms de tous leurs amis du country club. J'ai même commencé à atténuer mon accent du Tennessee, adoptant l'intonation traînante et distinguée de Charlotte qui caractérisait la manière de parler des Bennett. James et moi travaillions tous les deux chez Bennett Marketing, l'entreprise familiale fondée par Richard avant qu'il n'entre dans la magistrature. James était préparé pour prendre la relève en tant que président-directeur général, tandis que j'avais gravi les échelons jusqu'au niveau de la direction par mon propre mérite, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Le barbecue annuel du 4 juillet au domaine des Bennett était une tradition remontant au père de Richard. Ce n'était pas l'événement décontracté que le nom suggérait, c'était un événement social soigneusement orchestré où la famille mettait en valeur sa proéminence devant une centaine de membres de l'élite de Charlotte, des tentes blanches sur des pelouses impeccablement entretenues, un personnel de traiteurs en uniformes impeccables, et un feu d'artifice qui aurait coûté plus cher que ma première voiture. Le barbecue de cette année est particulièrement important, m'avait dit James alors que nous nous rendions au domaine de ses parents. Papa a invité le sénateur Williams et sa femme. J'ai hoché la tête, sentant une vague d'excitation. J'ai aussi des nouvelles. Le contrat Nakamura est confirmé. Nous devenons officiellement internationaux. J'avais passé 6 mois à courtiser Nakamura Industries, un géant technologique japonais cherchant à étendre sa présence américaine. Les avoir comme clients transformerait Bennett Marketing d'une puissance régionale en un acteur mondial. J'avais préparé une présentation, travaillé avec des traducteurs japonais, et même appris des phrases de japonais des affaires de base pour les impressionner. Le contrat avait été signé hier. C'est super, chérie, a dit James, consultant son téléphone d'un air distrait. Écoute, Vanessa amène son nouveau petit ami aujourd'hui. Papa est sceptique, alors essaie de faire en sorte qu'il se sente le bienvenu, d'accord ?
J'ai ravalé ma déception. C'était ma plus grande réussite professionnelle, mais d'une manière ou d'une autre, la vie amoureuse de Vanessa avait la priorité. Pourtant, j'ai hoché la tête et souri. C'est ce que je faisais toujours avec les Bennett, hocher la tête, sourire et m'efforcer davantage de trouver ma place. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce barbecue ne serait pas simplement un autre exercice de déception familiale. Ce serait le jour où tout changerait, le jour où je verrais enfin la vérité sur ma place dans la famille Bennett. Je n'étais pas seulement une étrangère, j'étais invisible à dessein. Le domaine des Bennett ressemblait à une photo tirée du magazine Southern Living ce 4 juillet, des guirlandes rouges, blanches et bleues drapées élégamment sur le porche à colonnes, du personnel en tenues assorties circulant avec des plateaux de mint julep, et des amuse-gueules artisanaux qui n'étaient décidément pas de la nourriture de barbecue traditionnelle. Un quatuor à cordes jouait des mélodies patriotiques près de la roseraie, tandis que la cuisson proprement dite se déroulait hors de vue, menée par un chef d'un restaurant 5 étoiles du centre-ville. J'avais passé la matinée à préparer la tarte aux pêches de ma grand-mère. C'était la seule recette de famille que je chérissais, un lien avec mes racines qui, je le pensais, pourrait enfin impressionner Diane, qui se considérait comme une sorte de déesse du foyer malgré un personnel de maison complet. « Tu as apporté un dessert ?» Les sourcils parfaitement dessinés de Diane se sont arqués lorsque j'ai présenté la tarte. « Oh, chérie, nous avons une pâtisserie qui s'occupe de la table des desserts, mais nous pouvons mettre ça quelque part. » Elle a tendu la tarte à un serveur qui passait, sans un mot de plus. J'ai lissé ma nouvelle robe, une création de couturier bleu marine qui avait coûté un mois de mon budget personnel, et j'ai essayé de ne pas laisser paraître ma déception. James avait déjà disparu pour saluer le sénateur, me laissant me débrouiller seul. Richard Bennett tenait sa cour près du bar, sa silhouette imposante toujours droite et en forme malgré ses 70 ans passés. « Mélanie » a-t-il reconnu quand je me suis approché. « James est avec toi. » « Il parle avec le sénateur Williams » ai-je répondu. « Bien, bien » a-t-il hoché la tête, puis s'est retourné pour continuer sa conversation avec le président de la banque à côté de lui, me congédiant ainsi. J'ai aperçu Michael, le frère aîné de James, et sa femme, Catherine, près de la piscine. De tous les Bennett, Catherine était la plus sincèrement gentille avec moi, peut-être parce qu'elle aussi était entrée dans la famille par mariage. Elle ne venait pas non plus d'un milieu aisé, bien que sa formation en histoire de l'art et sa grâce naturelle aient rendu sa transition apparemment parfaite. « Mélanie, tu es magnifique » m'a dit Catherine en m'embrassant chaleureusement. « Comment tiens-tu le coup ? Ces événements me donnent toujours envie d'une coupe de champagne supplémentaire. » J'ai ri, sentant une partie de la tension se relâcher. « Ça va. En fait, j'ai une excellente nouvelle concernant le travail. »« Te voilà. » La voix de Vanessa a interrompu notre conversation alors qu'elle s'approchait, un homme grand avec une barbe soigneusement taillée à son bras. « Catherine, Mélanie, voici Preston. » Preston, ma belle-sœur et la femme de mon frère. J'ai immédiatement remarqué la distinction. Catherine était identifiée comme une belle-sœur, tandis que j'étais simplement la femme de mon frère. C'était une pique subtile mais typique de l'approche de Vanessa. L'après-midi s'est déroulé avec la précision chorégraphiée de tous les événements Bennett. J'ai circulé, fait la conversation de manière appropriée, et continué à chercher une occasion de partager ma nouvelle concernant le contrat Nakamura. Lorsque le déjeuner a été servi aux tables élégamment dressées sur la pelouse, je me suis retrouvé assise à la table familiale mais positionnée à l'extrémité, loin de James, qui était assis entre sa mère et la femme du sénateur. Au moment où le dessert était servi, non pas ma tarte mais des pâtisseries élaborées rouges, blanches et bleues de la pâtisserie susmentionnée, Richard s'est levé pour porter son toast habituel. Il a parlé de la famille, de l'héritage, des valeurs américaines, puis a fièrement annoncé que Bennett Marketing avait obtenu une réunion avec Nakamura Industries la semaine suivante. James a travaillé sans relâche sur cette initiative pour rendre notre entreprise internationale. Richard a levé son verre. Au futur de Bennett Marketing. Je me suis figé, mon verre de champagne à mi-chemin de mes lèvres. C'était mon contrat, mon contact, mes 6 mois de travail. J'ai regardé James, m'attendant à ce qu'il corrige son père, qu'il reconnaisse ma contribution. Il s'est contenté de sourire et d'accepter les félicitations qui affluaient vers lui. Lorsque les toasts se sont ouverts aux autres membres de la famille, Vanessa s'est levée, sa flûte de champagne tenue en l'air, son expression malicieuse. « J'aimerais aussi porter un toast » a-t-elle annoncé, sa voix portant sur toute la pelouse. « À mon merveilleux frère, James, qui prouve chaque jour que la volonté de réussir des Bennett perdure. »
Elle a fait une pause, son regard me trouvant au bout de la table. Et à Mélanie, qui est toujours là. Quelque part en arrière-plan. Une vague de rire gêné a parcouru les invités. Vous savez, a continué Vanessa, son ton léger mais ses yeux vifs, j'ai réalisé quelque chose de drôle l'autre jour. Si tu disparaissais demain, Mélanie, personne ne s'en apercevrait. Tu n'es de toute façon que l'ombre de James. Les rires se sont faits plus forts, plus assurés. J'ai senti la chaleur monter à mon visage en regardant autour de la table, Richard gloussait, Diane cachait un sourire derrière sa serviette, et divers amis de la famille riaient ouvertement. Mais c'est la réaction de James qui a brisé quelque chose en moi. Mon mari, l'homme qui avait promis d'être à mes côtés, riait aussi. Il a même tendu la main pour tapoter affectueusement le bras de Vanessa, comme pour dire « bien joué ». À cet instant, entouré de gens que j'avais passé des années à essayer d'impressionner, avec qui j'avais essayé de m'intégrer, je me suis senti plus seul que jamais dans ma vie. J'ai posé délicatement ma serviette, me suis excusé avec un murmure que personne n'a semblé entendre, et j'ai marché d'un pas mesuré vers la maison. Dans la salle de bain impeccable des invités, avec ses serviettes à main monogrammées et ses savons parfumés coûteux, j'ai fixé mon reflet. Je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Elle avait les bons vêtements, la bonne coiffure, le bon maquillage pour être une bénette, mais ses yeux contenaient une douleur qu'aucune robe de créateur ni aucun cosmétique soigné ne pouvait dissimuler. Si tu disparaissais demain, personne ne s'en apercevrait. Le pire n'était pas que Vanessa l'ait dit, le pire, c'était qu'elle avait raison. James et moi nous sommes rencontrés au gala de charité du printemps pour l'hôpital pour enfants de Charlotte. J'étais là pour représenter ma première agence de marketing, une petite agence où je travaillais depuis l'obtention de mon diplôme. James m'a littéralement bousculé à la table de champagne, renversant ma boisson. Je suis terriblement désolé, avait-il dit, ses yeux bleus plissés d'une préoccupation sincère. Il était grand, d'une beauté classique, et son smoking sur mesure criait l'argent ancien. S'il vous plaît, laissez-moi vous en offrir un autre. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter. James semblait fasciné par mon parcours, mon enfance dans le Tennessee rural, à travailler dans la ferme de mon grand-père pendant les étés, à payer mes propres études universitaires. Il disait que j'étais d'une authenticité rafraîchissante par rapport aux femmes qu'il rencontrait habituellement. Vous n'avez aucune idée à quel point cela peut être lassant, m'avait-il confié. Tout le monde vous veut pour votre nom de famille ou votre argent. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs dès le début sur la manière dont la famille Bennett me traiterait. Notre troisième rendez-vous était un dîner chez ses parents. Richard m'avait interrogé sur ma famille avec une condescendance à peine voilée. Collins ? Je ne crois pas connaître de Collins dans la société de Charlotte. Mes parents vivent toujours dans le Tennessee, monsieur, avais-je expliqué. Pittoresque, avait commenté Diane avec un sourire crispé. À notre dîner de fiançailles, j'ai remarqué que j'étais subtilement exclu des photos de famille. Oh, prenons une avec juste les Bennett, avait dit Diane, me mettant doucement de côté. Pour l'album de famille. Tu comprends. Après notre mariage, James et moi avons emménagé dans une maison d'un quartier huppé, payée par ses parents comme cadeau de mariage. J'ai essayé de la décorer pour refléter nos deux goûts, mais progressivement, mes contributions ont disparu. Le couvre-lit de ma grand-mère a été relégué dans le placard d'une chambre d'amis, les poteries que j'avais collectionnées auprès d'artistes locaux se sont mystérieusement cassées ou ont été remplacées par les sélections de Diane provenant de salles d'exposition de designers. Chez Bennett Marketing, où j'avais été embauché sur la base de mon portfolio et de mes succès antérieurs, je me suis retrouvé constamment mise sur la touche lors des réunions. Mes idées étaient rejetées jusqu'à ce que James les répète plus tard, moment auquel elles devenaient de brillantes innovations. On m'a signé les contrats dont personne d'autre ne voulait, tout en s'attendant à ce que je produise des résultats miraculeux. Je faisais un cauchemar récurrent pendant ces années. J'y étais, debout au milieu du salon des Bennett lors d'une réunion de famille. Je parlais, mais aucun son ne sortait. J'agitais les bras, mais personne ne me regardait. Puis, lentement, mon corps commençait à s'estomper, devenant transparent jusqu'à ce que je disparaisse complètement. Les Bennett continuaient leur conversation, ne remarquant jamais que j'étais parti. J'ai tellement essayé de gagner leur sympathie. Je me suis porté volontaire pour les comités de charité de Diane, passant mes week-ends à des ventes aux enchères silencieuses et des déjeuners de bienfaisance. J'ai assisté à chaque dîner juridique ennuyeux avec Richard, écoutant attentivement les mêmes histoires sur ses célèbres affaires. J'ai même essayé de créer des liens avec Vanessa, l'invitant à des virées shopping et des journées au spa,
qu'elle reportait ou annulait généralement à la dernière minute. Il y a eu tant de petites humiliations, d'incidents qui semblaient mineurs isolément mais qui formaient un schéma une fois considérés ensemble. La fois où Diane a servi des fruits de mer lors d'un dîner de famille malgré mon allergie grave bien documentée. Oh, j'ai complètement oublié, avait-elle dit alors que je sentais ma gorge commencer à se serrer. James, ne me l'avais-tu pas dit? Toutes les innombrables fois où Richard m'appelait Mélissa lors des réunions de famille, le nom de la petite amie de James à l'université. Désolé, Mélanie, se corrigeait-il sans véritable contrition. Tu me la rappelles parfois. Chez Bennett Marketing, je travaillais 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre. Je restais tard, venais les week-ends, et bâtissais des relations solides avec des clients qui demandaient spécifiquement à travailler avec moi. J'ai décroché le contrat Harrington après que leur agence précédente ait laissé tomber l'affaire, un client d'1 million de dollars qui a considérablement augmenté le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Pourtant, à la fête de fin d'année, James a été crédité pour avoir sauvé la relation Harrington. Le barbecue du 4 juillet n'était pas la première fois que Vanessa faisait de moi la cible de ses plaisanteries. Il y a eu la fête de Noël où elle m'avait offert un livre intitulé « Les convenances sociales pour les personnes non raffinées » comme cadeau d'échange. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, avait-elle dit pendant que tout le monde ricanait. Ou le brunch de Pâques où elle s'était demandé à voix haute si mon sens de la mode était intentionnellement rétro ou simplement désespérément démodé. Ce qui a rendu le barbecue différent, c'est la clarté qu'il m'a apportée. Assise dans cette salle de bain, j'ai enfin compris que la blague sur ma disparition n'était pas juste un commentaire cruel ponctuel, c'était la verbalisation de la manière dont il m'avait toujours vue, comme étant insignifiante, dispensable, invisible. J'avais passé 7 ans de mariage et d'innombrables heures d'effort à essayer de devenir la personne qu'ils accepteraient. J'avais atténué ma propre lumière, modifié mon apparence, changé ma façon de parler, abandonné mes intérêts et sublimé mes réussites professionnelles, tout ça pour m'intégrer dans leur monde. Et pourtant, je restais invisible. Pire qu'invisible, j'étais une source de moquerie. Alors que j'étais assise là, dans cette salle de bain impeccable, avec ses serviettes monogrammées et son blason familial subtilement embossé sur le papier peint, quelque chose a changé en moi. La blessure a commencé à se durcir pour devenir autre chose, quelque chose de plus froid, de plus résolu. S'il me croyait invisible, c'était peut-être un avantage qu'il m'avait donné sans s'en rendre compte. Les gens ne protègent pas leurs secrets de quelqu'un qu'ils ne voient pas. Merci d'avoir écouté mon histoire, et puissiez-vous toujours être magnifiquement visible dans votre propre vie. Je n'ai pas confronté James au sujet de l'incident du barbecue. Je n'ai pas mentionné la blague cruelle de Vanessa ni son rire. À quoi bon? Il nierait la méchanceté, minimiserait mes sentiments, ou, pire encore, suggérerait que je surréagissais. Au lieu de cela, je me suis replié sur moi-même, créant un mur invisible entre nous qu'il n'a, comme on pouvait s'y attendre, pas remarqué. Dans les semaines qui ont suivi le barbecue du 4 juillet, j'ai commencé à souffrir d'insomnie. Je restais éveillé à côté de mon mari endormi, rejouant des années d'humiliation subtile et me demandant comment j'avais pu me laisser diminuer à ce point. Pendant la journée, je suivais ma routine comme un fantôme, présente mais pas vraiment là. Je parlais moins en réunion, déclinais les invitations sociales avec les Bennett, et passais plus de temps seul. James, pendant ce temps, était absorbé par le contrat Nakamura, mon contrat. Il devait s'envoler pour Tokyo le mois suivant pour des réunions pour lesquelles il n'était pas préparé et dont il ne comprenait pas les nuances. Quand j'ai offert mes notes et mes recherches, il les a balayées d'un geste de la main. J'ai la situation en main, Mel, a-t-il dit d'un air distrait. L'expansion internationale est mon projet maintenant. Papa veut que je me concentre exclusivement dessus. C'est arrivé un mardi, 3 semaines après le barbecue. James avait oublié sa tablette à la maison, et son assistante, Emily, a appelé pour me demander si je pouvais lui envoyer par courriel des fichiers qui s'y trouvaient pour une réunion urgente. Je connaissais son mot de passe ou je le pensais mais il n'a pas fonctionné. Après plusieurs tentatives, j'en ai essayé un autre, l'anniversaire de Vanessa. La tablette s'est déverrouillée. J'ai trouvé les fichiers dont Emily avait besoin et j'étais sur le point de les envoyer quand une notification est apparue. C'était un courriel de Vanessa avec pour objet, le problème Mélanie. Mon doigt a hésité une seconde au-dessus de la notification avant que je ne la touche. Le courriel s'est ouvert pour révéler un fil de discussion entre James et sa sœur datant de plusieurs mois. Mes mains se sont mises à trembler en lisant. De James à Vanessa. Objet, le problème Mélanie. Papa a raison. Nous devons minimiser son implication avec Nakamura.
Elle a trop de contacts directs avec eux. J'ai redirigé leur dernière communication pour qu'elle passe par moi. Peux-tu t'assurer qu'elle soit affectée à la révision du dossier Davison? Ça devrait l'occuper pendant que nous finalisons Tokyo. J. De Vanessa à James. Objet, le problème Mélanie. Déjà fait. J'ai dit à Davison qu'ils avaient besoin d'une refonte complète de leur image de marque de toute urgence. Ça devrait occuper ta petite femme pendant que les adultes s'occupent de Nakamura. Elle croit vraiment qu'elle les a ramenés. Hilarant. Papa dit qu'une fois la division internationale établie, nous pourrons revoir son poste. Peut-être un transfert latéral aux ressources humaines. Moins de dégâts qu'elle pourra faire là-bas. V. De James à Vanessa. Objet, le problème Mélanie. Parfait. Elle n'arrête pas de demander si elle peut venir à Tokyo. Évidemment, ce n'est pas possible. Je pense lui dire que nous devons reporter le projet de fonder une famille jusqu'à après l'expansion. Ça devrait la maintenir concentrée sur notre avenir, pendant que nous réglons son avenir professionnel. J. Le fil de courriel continuait, des dizaines d'échanges entre mon mari et sa sœur, tous centrés sur la manière de me gérer, de me mettre sur la touche, et finalement de me retirer de tout travail significatif dans l'entreprise que j'avais aidé à construire. J'avais les mains glacées. En posant la tablette, je me suis senti physiquement malade, mais quelque chose en moi était devenu très calme. Avec une précision méthodique, j'ai transféré l'intégralité du fil de courriel sur mon compte personnel, puis j'ai supprimé le courriel transféré du dossier des éléments envoyés. Cette nuit-là, j'ai attendu que James soit endormi avant de me lever. J'ai repris sa tablette et j'ai commencé une recherche systématique dans sa vie numérique. J'ai trouvé un deuxième compte de messagerie dont j'ignorais l'existence. Le mot de passe m'a pris plus de temps cette fois, mais j'ai finalement essayé, Mélissa pour toujours, le nom de sa petite amie de l'université. Il s'est ouvert. Ce compte contenait des communications avec son père sur les structures financières de l'entreprise. J'ai découvert des plans pour restructurer l'entreprise avant l'expansion internationale, créant une nouvelle entité mère où mes parts de propriété seraient considérablement diluées. Il y avait des discussions sur des problèmes de performance, qu'il documentait contre moi, tous fabriqués pour justifier mon retrait de la direction une fois l'expansion terminée. Le plus dévastateur a été un échange de courriel avec son assistante, Emily. Ce n'était pas seulement professionnel. Ils avaient une liaison depuis au moins 1 an. Il y avait des messages intimes, des plans pour leur voyage d'affaires, et même des discussions sur leur avenir ensemble une fois que James aurait réglé sa situation à la maison. Je suis resté assise dans notre bureau à domicile jusqu'à l'aube, parcourant méthodiquement chaque courriel, chaque pièce jointe, chaque trahison. J'ai tout téléchargé sur un compte cloud sécurisé. Au matin, j'avais une image complète de la mesure dans laquelle mon mari, sa famille et même l'entreprise pour laquelle je travaillais avaient conspiré contre moi. Je n'ai jamais été du genre à m'effondrer en temps de crise. En grandissant comme je l'ai fait, on apprend à garder ses larmes pour plus tard et à gérer ce qui se trouve devant soi. Ce matin-là, alors que j'entendais James s'agiter à l'étage, j'ai pris une décision. Il m'avait rendu invisible. Maintenant, j'allais utiliser cette invisibilité comme mon pouvoir. Si vous avez déjà senti votre confiance complètement brisée par les personnes les plus proches de vous, vous connaissez ce moment où la douleur se transforme en une étrange sorte de clarté. Tout prend soudain son sens, toutes les petites incohérences, les commentaires dédaigneux, les exclusions que vous aviez rationalisées. À cet instant, vous avez le choix, rester la victime qu'ils ont fait de vous ou réécrire entièrement l'histoire. J'ai choisi la seconde option. Ils pensaient que je n'étais que l'ombre de James. Ils allaient bientôt apprendre que les ombres peuvent en effet devenir très sombres lorsque la lumière est éteinte. J'ai toujours été méthodique. C'est ce qui faisait de moi une bonne employée malgré les efforts des Bennett pour me saper. Maintenant, j'ai appliqué cette même approche méthodique à ma stratégie de sortie. Il me faudrait 3 mois pour tout exécuter parfaitement, 3 mois pendant lesquels je continuerai à jouer le rôle de la belle épouse et employée inconsciente. Le lendemain de la découverte des courriels, j'ai pris rendez-vous avec Patricia Winters, une avocate spécialisée dans les divorces connue pour gérer des séparations très médiatisées impliquant des actifs professionnels. J'ai payé ses honoraires en espèces, provenant de mes économies personnelles. Le défi ici, a expliqué Patricia lors de notre première consultation, sera de documenter la mauvaise conduite financière tout en protégeant vos intérêts dans l'entreprise. Je lui ai tendu une clé USB. J'ai déjà commencé. Ses sourcils se sont haussés en examinant les fichiers.
C'est inhabituellement complet. Je ne fais que commencer, les jeux assurés. Au cours des semaines suivantes, j'ai créé un dossier complet de mes contributions à Bennett Marketing. J'ai sauvegardé les courriels de clients faisant l'éloge de mon travail. J'ai documenté les cas où mes idées avaient été mises en œuvre sous le nom de James. J'ai récupéré des présentations que j'avais créées et que James avait présentées comme les siennes. Mais surtout, j'ai commencé à copier discrètement des preuves d'irrégularité financière que j'avais découvertes en explorant les communications cachées de James. Richard Bennett, malgré toutes ses connaissances juridiques, avait pris des libertés avec la comptabilité de l'entreprise. Il y avait des déductions fiscales douteuses, des déclarations trompeuses aux investisseurs, et un modèle de rapport financier qui oscillait entre la comptabilité créative et la fraude pure et simple. J'ai aussi découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. 20 ans auparavant, alors que Richard était encore juge en exercice, il avait enterré des preuves dans une affaire impliquant l'un de ses amis d'université. L'entreprise de l'ami avait sciemment mis sur le marché un produit présentant des défauts de sécurité qui avaient entraîné la mort d'un enfant. Richard s'était assuré que l'affaire soit rejetée pour des raisons de procédure. La famille n'avait jamais obtenu justice, et Richard avait plus tard reçu un prêt très généreux de son ami qui n'avait jamais été remboursé. J'ai trouvé cette information dans une lettre numérisée conservée dans un dossier protégé par mot de passe. Richard l'avait gardée comme une assurance contre son ami, mais maintenant, elle me servirait d'assurance contre Richard. Pendant ce temps, j'ai commencé à établir ma propre indépendance financière. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque que les Bennett n'utilisaient pas. Je transférais régulièrement de petites sommes de mes économies personnelles pour ne déclencher aucune alerte. J'ai vendu les bijoux que James m'avait offerts, des pièces que je n'avais jamais particulièrement aimées de toute façon, et j'ai converti le produit de la vente en espèces. J'ai contacté mon frère, Alex, à Atlanta. Nous nous étions éloignés après mon mariage, en partie parce que les Bennett m'avaient subtilement découragé de maintenir des liens étroits avec ma famille, simple. Alex a été surpris mais immédiatement solidaire. Je ne les ai jamais aimés, a-t-il admis lors de notre appel téléphonique. Mais je me suis dit que tu savais ce que tu faisais. Je ne le savais pas, ai-je dit honnêtement, mais maintenant, oui. Alex m'a offert sa chambre d'amis pour aussi longtemps que j'en aurais besoin. Il m'a également mis en contact avec un ancien ami d'université qui possédait une agence de marketing à Atlanta et cherchait à se développer. À la fin du 2e mois, j'avais trouvé un appartement à Atlanta sous mon nom de jeune fille, organisé des entretiens préliminaires avec 3 agences de marketing, et préparé un dossier complet pour la Security and Exchange Commission détaillant les irrégularités financières de Bennett Marketing. J'ai également commencé à sortir mes effets personnels de la maison par petites quantités, des albums photos d'avant mon mariage, les quelques héritages familiaux que j'avais réussi à conserver, des vêtements que James ne remarquait jamais que je portais. Je les ai entreposés temporairement dans un petit garde-meuble payé en espèces. Le plus difficile était de maintenir la façade au travail et à la maison. Je souriais pendant les dîners de famille, hochais la tête aux récits égocentriques de James, et faisais semblant de ne pas remarquer quand il rentrait tard avec l'odeur du parfum distinctif d'Emily. Au bureau, je travaillais assidûment sur la refonte de l'image de marque du dossier Davison, sachant que c'était un travail destiné à me mettre sur la touche. J'ai même assisté à un déjeuner de charité avec Diane, où elle a passé 2 heures à critiquer mes contributions à la vente aux enchères silencieuses. Peut-être que l'année prochaine, tu pourrais te concentrer sur l'aide à l'installation, ma chère. L'acquisition des articles nécessite certaines relations. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon sang-froid, jouant le rôle qu'il m'avait assigné, la Mélanie insignifiante, invisible, qui ne méritait ni leur inquiétude ni leur attention. Ce qui m'a donné la force pendant ces semaines, c'était de savoir ce qu'ils ignoraient. Je voyais tout maintenant, chaque manipulation, chaque mensonge, chaque trahison. Et pour quelqu'un de soi-disant si invisible, je connaissais sacrément bien leurs secrets. Alors que la date de mon départ approchait, j'ai finalisé les derniers détails. J'ai programmé la livraison de mes preuves à la Security and Exchange Commission pour exactement 1 semaine après mon départ. J'ai préparé des courriels pour les principaux clients de Bennett Marketing, exprimant des inquiétudes sur la stabilité et les rapports financiers de l'entreprise, programmés pour s'envoyer automatiquement après ma disparition. J'ai transféré mon investissement personnel dans l'entreprise une somme considérable que James avait toujours qualifiée de « mignon que tu veuilles contribuer » vers mes nouveaux comptes. Le retrait créerait des problèmes de trésorerie immédiats pour l'entreprise mais serait tout à fait légal. La veille du départ de James pour un voyage d'affaires à Chicago, en réalité un week-end avec Emily dans un complexe au bord d'un lac, selon leur courriel, je me suis assise en face de lui au dîner,
ressentant une étrange sensation de paix. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, levant à peine les yeux de son téléphone. « Tu es silencieuse ce soir. »« Je pense juste à l'avenir », ai-je répondu, ce qui était entièrement vrai. « Ne t'inquiète pas pour l'expansion à Tokyo », a-t-il dit, interprétant mal mon commentaire. « Une fois qu'elle sera établie, nous serons dans une position encore meilleure. Fais-moi confiance. » J'ai souri. Je l'ai toujours fait. L'ironie semblait lui échapper. Le matin où James est parti pour son « voyage d'affaires » avec Emily, il m'a embrassé distraitement sur la joue et m'a rappelé d'arroser les plantes sur la terrasse, comme si cela allait être ma principale préoccupation pendant son absence. J'ai souri, je lui ai souhaité un voyage productif et j'ai regardé sa voiture disparaître au bout de notre rue bordée d'arbres. J'avais déjà fait mes adieux silencieux à Bennett Marketing la veille. J'avais traversé les bureaux une dernière fois, saluant de la tête des collègues qui ne m'avaient jamais vraiment vu. J'avais touché la table de la salle de conférence où j'avais présenté d'innombrables campagnes. J'avais même pris un moment dans le petit bureau que j'avais gagné grâce à des années de travail acharné, regardant la vue sur le centre-ville de Charlotte qui avait autrefois symbolisé ma réussite. Ma dernière interaction avait été avec Catherine, la femme de Michael, qui m'avait surprise l'air mélancolique alors que je quittais le bâtiment. « Tout va bien, Mélanie ?» avait-elle demandé avec une inquiétude sincère. Un instant, j'avais envisagé de me confier à elle. Catherine avait toujours été gentille, elle m'avait toujours vu quand les autres regardaient à travers moi. Mais l'impliquer n'aurait fait que compliquer sa propre position dans la famille. Juste fatigué, avais-je répondu avec un sourire. Bon week-end. Maintenant, avec le départ de James, j'ai entamé la phase finale de mon plan. Je me suis déplacé méthodiquement dans notre maison, ne rassemblant que ce qui comptait vraiment pour moi, les recettes de ma grand-mère, des photos de ma vie avant James, le premier prix de marketing que j'avais gagné à l'université. J'ai laissé tous les vêtements de marque, les bijoux coûteux, les symboles de statut qui ne m'avaient jamais vraiment appartenu. J'ai transféré la dernière partie de mes documents à mon avocate avec des instructions explicites. Patricia avait d'abord été préoccupée par mon approche mais avait fini par comprendre mon raisonnement. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive, avait-elle dit lors de notre dernière réunion. Mais êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Nous pourrions engager un divorce plus conventionnel avec une compensation importante. Ce n'est pas une question d'argent, avais-je expliqué. C'est une question d'être enfin vu. J'ai programmé la livraison de mes preuves à la Security and Exchange Commission pour exactement une semaine plus tard, me donnant le temps d'être bien installé à Atlanta avant que la tempête n'éclate. J'ai configuré les courriels automatisés aux clients clés, soigneusement rédigés pour exprimer des inquiétudes sans faire d'allégations concrètes. La tâche la plus difficile a été d'écrire la note que je laisserai à James. J'ai rédigé des dizaines de versions, allant de pages de griefs détaillés à un simple « au revoir ». Finalement, j'ai opté pour quelque chose qui, je le savais, le hanterait. Maintenant, tu peux voir ce qui arrive quand je disparais. J'ai placé la note sur son oreiller, une touche finale qu'il accueillerait à son retour de son week-end avec Emily. Alors que je portais mes 2 valises jusqu'à ma voiture, je me suis arrêté sur le perron de la maison que j'avais tant essayé de transformer en foyer. Le domaine des Bennett se dressait au loin, visible depuis notre allée, un rappel constant de la famille dont je n'avais jamais vraiment fait partie. Je ne ressentais aucune tristesse, aucun regret, juste une étrange sensation de légèreté. Pendant des années, je m'étais contorsionné pour m'adapter à des espaces trop étroits pour mon esprit. Maintenant, je me réappropriais pleinement. Le trajet jusqu'à Atlanta a duré un peu moins de 4 heures. Je n'ai pas écouté de musique ni passé d'appel. J'ai simplement conduit, regardant le paysage de la Caroline céder la place à la Géorgie, sentant chaque kilomètre créer une distance entre moi et la vie que je laissais derrière moi. Alex m'attendait à mon arrivée, son visage familier étant une vision bienvenue après tant d'années de contact limité. Il m'a aidé avec mes bagages, m'a montré sa chambre d'amis, puis a fait quelque chose qui a finalement fait monter les larmes à mes yeux. Il m'a serré dans ses bras et a dit « Bon retour, Mel. Tu m'as manqué. » Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait vraiment, et c'était comme rentrer chez moi, en moi-même. Cette nuit-là, allongé dans le lit de la chambre d'amis de mon frère, j'ai pensé à James retournant dans une maison vide, trouvant ma note, réalisant que sa femme invisible s'était éclipsée pendant qu'il était avec sa maîtresse. J'ai imaginé sa confusion se transformer en panique en découvrant ce qui avait également disparu, les preuves de la mauvaise conduite de sa famille, ses secrets financiers, le récit soigneusement construit de la supériorité des Bennett.
J'ai pensé à la blague de Vanessa au barbecue et j'ai ressenti une sombre satisfaction. Il ne m'avait jamais remarqué, mais il remarquerait certainement mon absence. Les personnes les plus importantes dans votre vie sont celles qui vous voient entièrement et aiment ce qu'elles voient. Ma nouvelle vie à Atlanta a commencé avec une étrange sensation de calme. J'ai loué un modeste appartement à Midtown, passé des entretiens avec plusieurs agences de marketing, et accepté un poste chez Horizon Marketing, où l'ami d'Alex, Marcus, était associé. J'ai expliqué ma situation honnêtement et que je quittais un mariage toxique et avais besoin d'un nouveau départ et Marcus a suffisamment apprécié mon portfolio et mon expérience pour m'engager comme directrice de clientèle senior. À distance de sécurité, j'ai suivi la saga des Bennett à travers les médias sociaux, les nouvelles de l'industrie, et des mises à jour occasionnelles de Patricia. Les premiers jours après mon départ se sont déroulés exactement comme je l'avais prévu. James est rentré de son week-end avec Emily pour trouver une maison vide et ma note énigmatique. Selon Patricia, qui avait reçu un appel frénétique de son avocat, sa réaction initiale n'a pas été l'inquiétude mais l'agacement. Il a supposé que je traversais une sorte de crise émotionnelle et que je reviendrais une fois que ça me serait passé. Cela a rapidement changé quand il a découvert que j'avais retiré mon investissement de l'entreprise. Bennett Marketing fonctionnait avec une trésorerie étonnamment précaire malgré sa prestigieuse réputation. Mon retrait, tout à fait légal et documenté, a créé une crise financière immédiate juste au moment où il se préparait pour l'expansion à Tokyo. 3 jours après mon départ, les courriels aux clients clés ont été automatiquement envoyés. Ils étaient soigneusement formulés, exprimant mes préoccupations personnelles concernant des observations récentes sur la stabilité financière, sans faire d'allégations spécifiques qui pourraient être considérées comme diffamatoires. Venant de moi, une personne en qui les clients avaient confiance et avec qui ils avaient travaillé directement, ces avertissements vagues ont suffi à susciter de sérieuses inquiétudes. À la fin de la première semaine, 2 clients majeurs avaient suspendu leur contrat en attendant une clarification de certaines questions financières. James et Richard se démenaient pour rassurer tout le monde tout en essayant de me localiser. Patricia m'a transféré un courriel de l'avocat de James, Monsieur Bennett est extrêmement préoccupé par la santé mentale et le bien-être de sa femme. Ces actions sont totalement inhabituelles et potentiellement autodestructrices. Il souhaite simplement s'assurer de sa sécurité et lui fournir tout le soutien nécessaire. J'ai ri aux éclats en le lisant. Même maintenant, ils essayaient de contrôler le récit, me faisant passer pour instable plutôt que de reconnaître leur propre mauvaise conduite. Le véritable chaos a commencé lorsque mon dossier pour la Security and Exchange Commission a été livré. En quelques jours, Bennett Marketing faisait l'objet d'une enquête préliminaire. Tous les plans d'expansion internationale ont été immédiatement gelés, les actifs de l'entreprise ont été placés sous surveillance, et les pratiques de comptabilité créative de Richard ont été exposées à une attention officielle inopportune. J'ai suivi le déroulement du drame sur les médias sociaux avec un intérêt détaché. L'Instagram de Vanessa, autrefois une vitrine soigneusement organisée du privilège des Bennett, est devenu de plus en plus frénétique. Ces publications sont passées de tenues de créateurs et de vacances exotiques à des références vagues sur « soutenir sa famille dans les moments difficiles » et « la vérité prévaudra ». Une publication particulière a attiré mon attention, une vieille photo d'elle et de James enfant avec la légende « Les liens du sang sont plus forts que tout ». Certaines personnes ne comprendront jamais la loyauté familiale. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant ce temps, je reconstruisais ma vie. J'ai renoué avec des amis d'université que j'avais perdus de vue pendant mes années Bennett. J'ai rejoint un club de lecture, commencé la randonnée dans les montagnes du nord de la Géorgie, et même commencé à fréquenter des hommes de manière décontractée, rien de sérieux, mais assez pour me rappeler que j'étais désirable et intéressante par moi-même. Chez Horizon Marketing, je me suis rapidement imposé comme un membre précieux de l'équipe. Sans l'ombre des Bennett planant au-dessus de moi, ma confiance et ma créativité se sont épanouies. En 2 mois, j'avais ramené 2 nouveaux clients et je dirigeais une campagne réussie pour un prestataire de soins de santé régional. Pendant cette période, les tentatives de James pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. Il est passé de l'agacement à la colère puis aux supplications. Ces textos et courriels, auxquels je n'ai jamais répondu mais que Patricia surveillait, sont passés de « ce comportement puéril doit cesser immédiatement » à « s'il te plaît, Mel, nous devons parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Au 3e mois, la famille Bennett était en pleine crise. L'enquête de la Security and Exchange Commission s'était étendue pour inclure la faute professionnelle judiciaire de Richard. Un journaliste financier entreprenant avait repris l'histoire, publiant un exposé détaillé sur « les fondations douteuses de l'Empire Bennett ».
La maison familiale, site de ce funeste barbecue du 4 juillet, a été mise en vente pour couvrir les frais de justice croissants. Le développement le plus inattendu est venu lorsque Catherine, la femme de Michael, m'a contacté directement. Contrairement aux autres Bennett, elle n'a pas exigé d'explications ni proféré d'accusations. Son courriel était simple et direct, « Je ne te blâme pas d'être parti. J'ai souvent pensé à faire de même. Serait-il possible de parler ?» J'ai hésité mais j'ai finalement accepté un appel téléphonique. Catherine a révélé que la façade des Bennett s'effondrait complètement. Michael buvait beaucoup, Richard avait eu une crise cardiaque mineure après avoir reçu les papiers de l'enquête, et Diane essayait frénétiquement de maintenir des relations sociales qui abandonnaient rapidement la famille. Vanessa est la pire, a confié Catherine. Elle est convaincue que tu as orchestré tout ça par vengeance pour sa blague au barbecue. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce n'était pas la blague, ai-je expliqué. C'était la vérité qui se cachait derrière. Je sais, a dit Catherine doucement. J'ai toujours vu comment il te traitait. J'aurais dû dire quelque chose. Nous faisons tous nos propres choix, ai-je répondu sans amertume. Alors que le 3e mois de ma disparition approchait, j'éprouvais des émotions mitigées. Il y avait la satisfaction de voir les Bennett faire face aux conséquences de leurs actes, mais aussi un étrange deuil pour ce qui aurait pu être si James avait vraiment été l'homme que je pensais avoir épousé. Il y avait la liberté dans ma nouvelle vie, mais aussi des moments occasionnels de doute et de solitude. Ce que je n'ai jamais ressenti, cependant, c'est du regret. Je m'étais réapproprié, sorti de l'invisibilité. J'avais refusé de rester une ombre. Quoi qu'il advienne ensuite, ce serait selon mes propres termes, dans un monde où j'étais pleinement vu. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que James me retrouverait. Mais il l'a fait, se présentant sans prévenir à mon bureau à Atlanta exactement 3 mois après que j'ai quitté notre vie commune. Son apparition allait forcer une confrontation que je n'avais pas prévue mais dont j'avais peut-être besoin pour vraiment clore ce chapitre de ma vie. Je passais en revue une proposition de campagne lorsque mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Il y a un certain James Bennett qui demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste sur le fait que c'est urgent. Mon cœur a raté un battement pendant un instant avant de reprendre à un rythme plus rapide. Je savais que ce moment pourrait arriver, mais y faire face était une autre affaire. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-le entrer, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. J'ai utilisé ces 5 minutes pour me recentrer. J'ai rangé mon bureau, vérifié mon apparence dans mon miroir de poche, et pris plusieurs respirations profondes. Ce n'était pas la Mélanie qui s'était rétrécie pour s'intégrer dans le monde des Bennett. C'était la nouvelle Mélanie, confiante, indépendante, et complètement visible. Quand James est entré, je l'ai à peine reconnu. L'homme soigné et confiant que j'avais épousé avait l'air hagard et débraillé. Ses vêtements normalement impeccables étaient froissés, ses cheveux avaient besoin d'une coupe, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Un instant, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne connexion, un instinct de le réconforter que j'ai immédiatement réprimé. « Mélanie » a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. « Tu es vraiment là. »« Je le suis » ai-je répondu calmement. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Ce n'était pas facile » a-t-il admis, restant debout même si j'avais indiqué une chaise. « Tu as bien brouillé les pistes. » Mais finalement, je me suis souvenu que ton frère vivait à Atlanta. À partir de là, il a suffi de vérifier les agences de marketing jusqu'à ce que je te trouve. J'ai hoché la tête. C'était une approche raisonnable, une que j'avais su possible mais que je considérais peu probable étant donné la tendance de James à déléguer les tâches difficiles. « Pourquoi es-tu ici, James ?» Il a passé une main dans ses cheveux, un geste de frustration que je connaissais bien. « Pourquoi je suis ici ? Tu es sérieuse ? Tu as disparu. Tu as pris de l'argent de l'entreprise. Tu as envoyé ces courriels à nos clients. La Security and Exchange Commission enquête sur mon père. Toute notre vie s'est effondrée, et tu me demandes pourquoi je suis ici ? Notre vie, ai-je répété doucement. Était-ce vraiment notre vie, James ? Ou était-ce ta vie, autour de laquelle j'étais autorisé à graviter tant que je restais à ma place désignée ? Il avait l'air sincèrement confus. De quoi parles-tu ? Nous avions tout, une belle maison, des carrières réussies, le respect de la communauté. Tu avais ces choses, les jeux corrigés. J'en avais l'illusion, conditionnée par ma continuelle invisibilité. J'ai de nouveau indiqué la chaise, plus fermement cette fois. Assieds-toi, James. Si nous devons avoir cette conversation,
ayons-la correctement. À ma légère surprise, il s'est exécuté. De près, il avait l'air encore pire, défait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Une partie de moi, une partie dont je n'étais pas fier, ressentait de la satisfaction face à cette preuve visible de sa souffrance. Tout est parti, a-t-il dit, sa voix creuse. L'entreprise est sous enquête de la Security and Exchange Commission. Nous avons dû vendre la maison. Papa est à l'hôpital, une crise cardiaque la semaine dernière. Sa réputation est ruinée à cause de cette vieille affaire que tu as trouvée on ne sait comment. Maman est anéantie. Même Vanessa. Il s'est interrompu. Qu'en est-il de Vanessa, ai-je demandé, curieuse malgré moi. Elle t'a envoyé un courriel, n'est-ce pas? En te menaçant? J'ai hoché la tête. Vanessa avait en effet envoyé un long courriel venimeux m'accusant de détruire la famille par jalousie et menaçant de conséquences vagues mais inquiétantes. Je l'avais transféré directement à Patricia, qui l'avait signalé à la police par précaution. Elle risque des poursuites pour ça, a dit James. Harcèlement, menace, en plus de tout le reste. Il a levé les yeux vers moi, son expression passant de la défaite à la colère. C'est ça que tu voulais? Détruire tout le monde? Non, ai-je dit honnêtement. Je ne voulais détruire personne. Je voulais simplement être vu, être valorisé, être traité comme une partenaire égale dans notre mariage et nos affaires. Quand j'ai découvert que cela n'arriverait jamais, qu'en fait, toi et ta famille travaillaient activement contre moi, j'ai choisi de partir. Ces courriels étaient privés, a-t-il marmonné. Oui, ai-je acquiescé. Des conversations privées sur la manière de me manipuler et de me retirer de ma propre vie. Des plans privés pour s'attribuer le mérite de mon travail. Des discussions privées sur ta liaison avec Émilie. Il a tressailli à la mention d'Émilie. Ce n'était pas sérieux. C'était juste, s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence, les jeux interrompus. Plus maintenant. Nous avons dépassé ce stade. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids des années de tromperie et de déception pesant entre nous. Finalement, James a repris la parole, sa voix plus basse. Je ne suis pas venu ici pour me battre, Mélanie. Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. Comment en sommes-nous arrivés là? Quand as-tu changé? La question était si typiquement James, centrée sur sa perception, son expérience, que j'ai failli rire. Je n'ai pas changé, James. Je me suis réveillé. Il y a une différence. J'ai sorti un dossier de mon tiroir et le lui ai fait glisser. Ce sont les papiers du divorce. Patricia est en contact avec ton avocat depuis des semaines. Tout est équitable. Je ne demande pas de pension alimentaire ni de compensation supplémentaire au-delà de ce qui m'appartenait légalement au départ. Je veux simplement une rupture nette. Il a fixé le dossier sans l'ouvrir. Y a-t-il un moyen pour nous d'essayer à nouveau? De recommencer, d'une manière ou d'une autre? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais, James, les jeux interrompus doucement. La femme avec qui tu veux recommencer n'existe pas. C'était une création en partie la tienne, en partie la mienne, en partie celle de ta famille. La vraie moi est assise en face de toi maintenant, et elle ne retournera pas à l'invisibilité. Je t'aimais, a-t-il dit, et j'ai cru déceler une pointe d'émotion sincère. Peut-être, ai-je reconnu. Mais tu aimais une version de moi qui s'intégrait commodément dans ton monde. Tu n'as jamais vu tout ce que j'étais. Tu n'as jamais voulu le voir. Il a ouvert lentement le dossier, parcourant les documents à l'intérieur. Tu préparais ça depuis des mois. Oui. Tu as tout enregistré, copié des courriels, rassemblé des preuves. Oui. Il a levé les yeux vers moi, une nouvelle expression dans ses yeux, quelque chose comme un respect réticent mêlé de peur. Je n'ai jamais su que tu pouvais être si calculatrice. Tu ne m'as jamais vraiment connu du tout, ai-je répondu simplement. C'était ça le problème. James s'est adossé à sa chaise, m'étudiant comme s'il me voyait pour la première fois. La blague de Vanessa au barbecue, c'est ça qui a déclenché tout ça, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Ce n'était pas la blague. C'était la réaction de tout le monde. C'était ta réaction, James. Tu as ri. Tu lui as tapoté le bras comme si elle avait dit quelque chose d'intelligent au lieu de cruel. À ce moment-là, j'ai vu la vérité sur ma place dans ta famille. C'était juste une blague stupide, a-t-il protesté faiblement. Non, ai-je dit fermement. C'était la vérité.
Si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Alors j'ai décidé de tester cette théorie. Son expression s'est assombrie. Nous l'avons remarqué, Mélanie. Le monde entier l'a remarqué. Regarde ce qui s'est passé. Vous n'avez pas remarqué que je disparaissais, ai-je clarifié. Vous avez remarqué les conséquences de ma disparition. Il y a une différence. Nous sommes retombés dans le silence. Dehors, par la fenêtre de mon bureau, la circulation d'Atlanta se déplaçait régulièrement le long de Peachtree Street. Ma nouvelle vie continuait, même alors que j'étais assise face aux fantômes de mon ancienne. Finalement, James a pris les papiers du divorce. Je les ferai examiner et signer. J'ai hoché la tête. Merci. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. J'étais en colère quand j'ai découvert ce que tu avais fait. Furieux, en fait. Je voulais te détester pour avoir tout détruit. Il a secoué lentement la tête. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Tu avais raison sur un point, Mélanie. Tu étais invisible. C'est pour ça qu'aucun de nous ne t'a vu venir. Sur ce, il est parti, me laissant seul avec l'étrange sentiment que pour la première fois dans notre relation, James m'avait réellement vu clairement. 1 an plus tard, je me tenais sur le toit-terrasse de mon nouveau condo à Midtown Atlanta, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de nuances d'or et de rose. De la musique et des rires montaient de la réception que j'organisais, une combinaison de célébration du 4 juillet et du premier anniversaire de ma liberté. Horizon Marketing m'avait promu associé 6 mois plus tôt, après que mon travail avec des prestataires de soins de santé régionaux se soit étendu à une campagne nationale qui a remporté des prix de l'industrie. J'avais ma propre équipe maintenant, de jeunes spécialistes du marketing que je mentoriais en mettant l'accent sur la reconnaissance et le crédit pour leurs contributions. Ma vie personnelle s'était également épanouie. J'avais renoué avec ma famille, passant les vacances dans le Tennessee pour la première fois depuis des années. Mon frère, Alex, et moi avions des dîners hebdomadaires où nous rattrapions le temps perdu. J'avais même commencé à fréquenter quelqu'un, un professeur de littérature nommé David qui me voyait et m'appréciait exactement tel que j'étais. Le divorce avait été finalisé sans drame. James avait signé les papiers et respecté mon souhait de ne plus avoir de contact. Bennett Marketing avait finalement été vendu à une agence plus grande après que l'enquête de la Security and Exchange Commission ait abouti à des amendes substantielles mais sans charge criminelle. Richard s'était remis de sa crise cardiaque mais s'était retiré entièrement de la vie publique. Les accusations de harcèlement de Vanessa avaient été réduites à un avertissement après qu'elle ait accepté de quitter l'État. Aux dernières nouvelles, elle essayait de reconstruire sa vie sur la côte ouest. Le développement le plus surprenant avait été mon amitié avec Catherine. Après ce premier appel téléphonique, nous étions restés en contact. Quand elle a finalement quitté Michael 6 mois après mon départ, je l'avais aidé à trouver un appartement à Atlanta et l'avais présenté à mon cercle d'amis grandissant. Te voilà. La voix de Catherine a interrompu mes pensées alors qu'elle me rejoignait sur le toit-terrasse. Tout le monde te cherche en bas. David raconte encore cette histoire hilarante de sa première conférence désastreuse. J'ai souri. Je descends dans 1 minute. Je voulais juste un moment pour savourer tout ça. Catherine a hoché la tête avec compréhension, s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. 1 an, a-t-elle médité. Difficile de croire que tant de choses ont changé. Le regrettes-tu, ai-je demandé. D'être partie? Elle a secoué la tête de manière décisive. Pas une seconde. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Juste après ta décision, qui m'a donné le courage de prendre la mienne. Nous sommes restés debout dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller alors que le crépuscule s'approfondissait. Oh, j'ai failli oublier de te le dire, a dit soudainement Catherine. J'ai croisé Diane hier. Mon attention s'est vivement reportée sur elle. Diane Bennett? Ici à Atlanta? Catherine a hoché la tête. Au centre commercial Lenox. Elle travaille au comptoir des parfums chez Nordstrom. Apparemment, avec tout ce qui s'est passé, leurs économies ont été presque entièrement anéanties. Elle ne m'a pas reconnu au début. Je pense qu'elle s'est entraînée à ne pas voir les gens en d'avant. J'ai essayé d'imaginer la fière et perfectionniste Diane Bennett vaporisant du parfum sur des inconnus pour une commission. Il était difficile de concilier cela avec la femme qui avait scruté mes couverts et dédaigné la tarte de ma grand-mère. Lui as-tu parlé, ai-je demandé. Brièvement. Quand elle a réalisé qui j'étais, on aurait dit qu'elle voulait disparaître.
Puis elle a vu que tu n'étais pas avec moi et a eu ce regard de soulagement qui s'est rapidement transformé en panique quand elle a réalisé que je pourrais te dire que je l'avais vue. Qu'est-ce que tu lui as dit? Catherine a souri légèrement. Pas grand-chose. Juste que j'allais bien, que je vivais à Atlanta maintenant. Elle a demandé, très à contre-cœur, si je te voyais parfois. J'ai dit oui, que tu t'épanouissais. Associée dans une agence prospère, heureuse, entourée de gens qui t'apprécient. Et comment a-t-elle réagi à ça? Elle n'a pas vraiment réagi. Elle a juste eu ce regard lointain et a dit, j'ai toujours dit à Richard que cette fille retomberait sur ses pieds, comme si elle avait toujours été ta championne. Catherine a secoué la tête. La capacité d'auto-illusion dans cette famille est vraiment remarquable. J'ai ri doucement. En effet. Nous avons été interrompus par David qui appelait depuis la cage d'escalier. Mel, es-tu là-haut? Nous sommes sur le point de commencer les feux d'artifice. J'arrive, ai-je répondu. Catherine m'a touché le bras avant que nous ne descendions. Tu sais, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. À ce barbecue, après que Vanessa ait fait cette horrible blague et que tu aies quitté la table, j'ai confronté James. Je lui ai dit qu'il devrait avoir honte de laisser sa sœur parler ainsi à sa femme. J'ai haussé les sourcils de surprise. Tu as fait ça? Qu'a-t-il dit? Il a dit que je surréagissais, que tu allais bien, que tu savais que c'était juste Vanessa étant Vanessa. Elle a secoué la tête. Je me souviens avoir pensé, il ne la voit pas du tout. Et le plus triste, c'est que moi non plus, pas vraiment. Aucun de nous n'a vu la force que tu avais en toi. Alors que nous rejoignions la fête, j'ai été frappé par le contraste entre ce 4 juillet et celui d'il y a un an. Alors, j'étais entouré de gens qui regardaient à travers moi. Maintenant, j'étais entouré d'amis et de proches qui me voyaient vraiment à mes talents, mes bizarreries, mon moi complet et authentique. David a passé son bras autour de ma taille alors que nous nous rassemblions sur le balcon pour les feux d'artifice. Tout va bien, a-t-il murmuré. Tu semblais absorbé dans tes pensées là-haut. Tout est parfait, les jeux assurés, et je le pensais. Alors que les premiers feux d'artifice explosaient dans le ciel d'Atlanta, j'ai réfléchi à la visibilité, ce que signifie être vraiment vu, être valorisé, occuper sa place sans s'excuser dans le monde. La famille Bennett avait essayé de me rendre invisible, mais ce faisant, ils m'avaient donné le pouvoir ultime. Je les avais vus clairement tout en restant moi-même invisible. Finalement, la blague cruelle de Vanessa contenait une vérité involontaire, si je disparaissais, personne dans cette famille ne le remarquerait. Non pas parce que je n'avais pas d'importance, mais parce qu'ils ne m'avaient jamais vraiment vu en premier lieu. Leur perte, en fin de compte, pas la mienne. Les spectateurs autour de moi ont eu le souffle coupé alors qu'une explosion de couleurs particulièrement spectaculaire remplissait le ciel. Je me suis jointe à eux, n'étant plus une ombre en marge de la vie de quelqu'un d'autre, mais pleinement présente dans la mienne. Avez-vous déjà dû vous réinventer après avoir été invisible pendant trop longtemps? Parfois, les personnes qui devraient nous voir le plus clairement à la famille, les partenaires, les amis proches sont celles qui ne voient que ce qu'elles veulent voir. Mon parcours de l'invisibilité à une vie pleinement visible m'a appris que la vraie visibilité commence par se voir clairement soi-même. Si mon histoire a résonné en vous, j'adorerais entendre parler de vos propres expériences avec les dynamiques familiales ou la réappropriation de votre pouvoir. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous avez dû vous affirmer dans une situation familiale. Et si vous voulez plus d'histoires sur la quête de justice et la reconstruction après une trahison familiale, veuillez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas, les personnes qui comptent vraiment dans votre vie sont celles qui vous voient complètement et aiment ce qu'elles voient.